J'attends Gilles. Ouais. Check. Alors on continue cette séance de VAP en question, cette fois-ci sous l'angle du matériel, puisqu'évidemment c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup. On a ici quelqu'un, enfin plusieurs personnes, on a 2 personnes. On a notamment ce fameux Phil Busardo qui nous vient donc des États-Unis. Il a parcouru presque 6000 km. Il est américain et ancien fumeur, évidemment. Après 25 ans de tabagisme quand même, il décide d'arrêter la cigarette et il parvient pendant près d'1 an. Mais un événement malheureux dans sa vie personnelle le pousse à retomber dans le tabac. Et ce n'est qu'en 2009, si je ne me trompe pas, qu'il a réussi enfin à kick the habit, à quitter le tabac. Donc comme beaucoup de fumeurs aujourd'hui, Phil a enfin pu se débarrasser de cette mauvaise habitude grâce à l'e-cigarette. Ou devrais-je dire le vaporisateur, parce que Phil connaît très très bien le matériel, les atomiseurs, les batteries, les box. On peut voir un peu le type de matériel qu'il utilise ici. Il est devenu aujourd'hui un véritable spécialiste. Phil Busardo teste sans relâche et toujours avec un certain sens de l'humour les derniers modèles qui sortent sur le marché. Et sa chaîne YouTube, Can I Taste Your Juice, compte à peu près, si je ne me trompe pas, 80 000 abonnés. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et donc, il vient aujourd'hui nous donner son point de vue sur ces questions techniques. Il est accompagné à sa gauche de Jean-Philippe, qui nous vient du Québec, donc francophone. Ça fait 3 ans à peu près que tu vapes. Et pareil, Jean-Philippe parle, lui, d'e-cig. Alors, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Parlons e-cig, qui est assez connue en France. Des milliers aussi d'abonnés sur ta chaîne. Donc, on va aborder, si vous voulez bien, ensemble, ces 2 questions. Can I talk now? Perfect. Est-ce que je peux parler maintenant? Donc tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est incroyable. Et vous ici, autour de moi, je vous remercie 1000 fois. Pour moi, c'est énorme. Et vous l'avez dit, 400 000, bon, 80 000. There you go, 80. Ah, j'avais compris 400 000. Bah, parlons. Sur le matériel, dès que quelque chose de nouveau sort, il y a de fortes chances que ça passe entre vos mains. Aujourd'hui, quelle influence, on appelle ça les reviews, les revues en français, quelle influence ces revues ont-elles sur le développement de certains matériels aujourd'hui sur le marché? Je crois qu'effectivement, que nous avons une influence, une énorme influence, non seulement de la façon dont les personnes vapent, mais aussi sur les fabricants. Heineken, par exemple, Kanger aussi, ils prennent très au sérieux ce que nous disons et ils adaptent leur matériel en fonction de ce que nous disons et aussi les méthodes de fabrication. Non seulement les reviewers, mais aussi les gens de la communauté. Ce sont les entreprises qui vont entourer donc ces personnes et ces fabricants. Et ces fabricants écoutent effectivement l'opinion des reviewers. Et Heineken est une des sociétés qui est vraiment à l'auteur de ce qui se passe dans la communauté. Ils adaptent leurs produits, ils ont une page Facebook, les médias sociaux sont présents. Donc, c'est une des sociétés qu'il faut vraiment surveiller. Oui, oui, en fait, la même chose exactement. Puis ce qui est incroyable, c'est qu'avant, c'était surtout justement chez les gens plus connus, plus aux États-Unis, comme Phil, comme par exemple, qui pouvaient avoir une certaine influence sur les manufacturiers. Mais aujourd'hui, même les reviewers français, canadiens, québécois, de pas mal tous les pays dans le monde commencent vraiment à avoir une influence sur certaines compagnies parce qu'ils commencent vraiment à porter attention. C'est sûr que malheureusement, il y a des compagnies qui
qui sont là uniquement pour le temps que ça passe pour l'argent, mais il y a beaucoup de compagnies sérieuses qui écoutent et qui essaient vraiment de développer selon les utilisateurs, les reviewers, parce que c'est les gens, je crois, qui sont les mieux placés, c'est les utilisateurs pour vraiment dire ce qu'ils pensent du produit et où ils devraient s'en aller. Alors j'ai vu sur Facebook, juste pour l'anecdote, posté par vos soins d'ailleurs, Phil, qui avait une société, si je ne me trompe pas, asiatique, chinoise, qui disait Phil n'aime pas ça sur le dernier atomiseur, alors on l'a changé. Phil n'aime pas tel aspect de notre matériel, alors on l'a changé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive souvent? Effectivement, oui. Vous deux, vous avez l'air plus sexy que moi. Mais bon, ça se passe effectivement. Mais ce que j'aime pas du tout quand ça se passe, c'est que quand quelqu'un aimait déjà le produit au début et qu'ensuite le fabricant le change par rapport à ce que j'ai dit, même si il voulait pas changer. Mais effectivement, ça s'est passé souvent. Le Sigali, site web Sigali par exemple. Parce qu'on est amateur de vin, vous le savez, ici en France. Et il y a une personne qui est très influente dans le monde du vin, c'est Parker. Et on dit souvent qu'il peut y avoir une parkerisation du vin, c'est-à-dire que cette personne est si influente sur les notations des vins qu'à la fin, on a une crainte d'avoir des vins qui se ressemblent, qui soient tous les mêmes. Est-ce qu'on pourrait parler d'une buzzardisation de la vape un jour ? Pas du tout, pas du tout. Quelqu'un m'a envoyé un petit email il y a un mois et ils ont dit « Ok, Phil, avec tout ce que tu sais par rapport aux outils, pourquoi est-ce que tu voudrais pas concevoir le matériel ?» Et je me dirige à vous, le public. Combien de personnes entre vous aiment deux modes? Les box modes? C'est pour ça qu'il n'y a pas un outil parfait. Je vous donne l'exemple. Le seul outil qui existe, parfait, c'est l'outil qui est pour vous, qui est personnalisé et qui évite le tabagisme chez les gens. Donc un clair amiseur, Eagle ou un outil spécifique ou d'autres outils. Personne ne le fait ça de manière mauvaise, sauf si vous recommencer à fumer la cigarette. Détail, parlons matériel. On entend souvent, et là on va s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément très connaisseurs, on entend souvent microcoil coton. Est-ce qu'on peut expliquer de quoi il s'agit? C'est le cœur de la cigarette électronique. Sans cette résistance, on n'a pas de vapeur. Donc c'est l'élément chauffant. L'élément se chauffe et fait que le liquide se vaporise. Et sans cet élément, il n'y a pas de vapeur du tout. Le matériau qui est utilisé pour imbiber le liquide et alimenter l'atomiseur, ça c'est un matériau précis. Il y en a d'autres. Il est populaire ce coton, on le voit de plus en plus, non? Effectivement, il y a beaucoup de matériaux différents et je vous inviterai à utiliser tous ces matériels pour voir ce qui vous convient le mieux. Mais donc, effectivement, le coton est souvent utilisé. J'ai fait une expérience avec plusieurs matériaux. Donc, le coton naturel, le coton japonais, le chanvre, etc. Donc, c'était un peu égoïste pour moi, parce que c'était pour moi. Mais j'aurais dû enregistrer cette vidéo pour vous aussi, pour vous montrer ce que j'ai bien aimé. Ce que j'ai vu, c'est que Kojin Doka, le matériel japonais, fonctionne fantastiquement. Reia est un autre matériel connu et ça a parfaitement fonctionné pour moi. Mais j'ai aussi invité les gens à utiliser ce dont vous vous sentez confortable, donc ce que vous aimez. Et c'est effectivement un matériel qui est fait à la main. Et soyons honnêtes, hein, Kojendo pourrait être aussi... bon, c'est peut-être pas bien pour la santé comme les autres matériaux, mais c'est pour ça qu'il est très important de tester les matériaux
Et donc, ça veut dire bon, tester dans différents environnements. Il faut le faire, il faut continuer à tester. Donc, même si vous le testez pour ajuster la façon de vaper, ça dépend de vous. Mais au moins, on peut acquérir les connaissances pour faire de bonnes décisions. J'imagine, mais bon, qui me brûle les lèvres, évidemment, le top 3 des atomiseurs reconstructibles. Pour vous deux, on va commencer par Jean-Philippe. C'est une question qui est toujours très, très, très difficile à répondre parce que ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour vous. Donc, c'est toujours quelque chose qui est très, très, très difficile à répondre. Mais si j'avais vraiment une liste à faire, je dirais que dans le reconstructible, par exemple, pour l'instant, parce que j'ai pas trouvé mieux avec un réservoir, c'est le Kayfun. Ça, c'est mon préféré. J'ai bien hâte, je suis censé pouvoir mettre la main sur un Squape Reloaded. J'ai bien hâte de l'essayer, j'ai entendu beaucoup de bien. C'est un atomiseur qui a l'air très intéressant. Il y en a beaucoup d'autres que j'aime, mais celui que je reviens toujours à reprendre, c'est celui-là. Mais je ne veux pas nécessairement favoriser un ou l'autre. Puis si on parle, mettons, exemple, de quelque chose qui n'est pas reconstructible, d'un cléromiseur, bien, je l'ai ici, justement. C'est la Nautilus Mini de la compagnie Aspire. Moi, c'est dans les cléromiseurs. Ça et les Kanger Aerotanks, c'est vraiment mes cléromiseurs préférés, avec des très bons rendus de saveur, une bonne vapeur, un bon hit, vraiment une belle expérience à utiliser, puis qui est très simple aussi, justement, parce que tu n'as pas besoin de faire tes résistances toi-même. Donc, quand tu es pressé le matin avant de venir à Vapexpo et que tu n'as pas eu le temps de refaire ton coton sur ton Kayfun, ben tu prends ton Nautilus Mini. Phil, vous partagez ce point de vue? Vous partagez ce Okay, point and de for vue? me. Similar, very, very. Ouais, très similaire. Bon, on va parler de ça demain aussi parce que pour moi, c'est un voyage, vapoter. Tu es sur l'autoroute et tout le monde prend une différente sortie et tout le monde sort autre part. Donc, moi, j'ai commencé à utiliser l'atomiseur. Ensuite, je suis passé au cartomiseur et ensuite le Vivinova. Mais par rapport au reconstructible, c'est Keva. C'est un engin fantastique et produit les meilleures odeurs et les meilleurs goûts qu'il y ait, les meilleures saveurs. C'est facile à utiliser aussi et c'est reproductible. Donc la résistance qu'on utilise peut être réutilisée. Et donc moi, j'étais sur une exhibition Typhone. Et bon, j'ai utilisé un outil qui m'a beaucoup plu, en fait. Oh, okay, good. And Par rapport au remplaçable, au clair-amuseur, mais là, j'aime la technologie et l'innovation. Puisqu'on arrive à un point où c'est vraiment très facile de prendre ma cigarette et on l'allume, mais bon, ça fonctionne de la même façon. Donc la technologie existe et s'innove tout le temps. Et les deux que j'aime maintenant, ce sont les Kanger Agrotank, donc le petit, et aussi Mini Nautilus. Ce sont deux outils fantastiques. Non reconstructibles, donc on peut peut-être qualifier ça de grand public ou en tout cas des atomiseurs qui sont plus faciles d'utilisation. On a peut-être le sentiment qu'on parlait du cœur de l'atomisateur, c'est-à-dire la résistance, qu'on est en train de suivre le schéma des cartouches d'imprimante. Alors je m'explique, on achète une imprimante à un certain prix, et on va devoir évidemment changer les cartouches d'imprimante au fil des mois. Et très vite, on va s'apercevoir qu'à la fin de l'année, on a déjà en cartouche d'imprimante payé le même prix que l'imprimante en elle-même. Est-ce qu'on est en train de suivre le même schéma pour les résistances d'atomiseurs? Ben moi, c'est pas quelque chose que je me suis vraiment posé la question parce que
Pour moi, quelque chose qui est extrêmement important, c'est justement de changer régulièrement son atomiseur. Parce que si on regarde, même les atomiseurs qu'on peut remplacer, sans que ça soit du reconstructible, si on regarde puis on ouvre un atomiseur après l'avoir utilisé pendant quelques jours et on voit la couleur qu'il devient et tout ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup et c'est pour ça que j'aime changer souvent. Évidemment, travaillant pour la Vape Shop, je les paye pas très cher, mes atomiseurs, donc je me suis jamais posé la question. Mais ça peut vite valoir 1,50 €, 2 € dans certains magasins physiques. Donc si on la change toutes les semaines, bon, ça fait un petit budget. Oui, mais moi, j'essaye toujours quand même de comparer ça par rapport au tabac. Parce que la raison pour laquelle, en tout cas moi, je vape, c'est parce que je ne veux pas fumer. Donc, j'ai vraiment remplacé ma cigarette par la vape. Et pour moi, de dépenser, si on parle en euros, quand même que ça me coûterait 30 € en atomiseur dans un mois, c'est rien comparé à ce que je pouvais dépenser avant pour me détruire les poumons. Donc, pour moi, c'est une comparaison qui est difficile à faire. Oui, je peux le voir de ce point de vue-là, mais pour moi, c'est quelque chose qui est tellement important de changer son atomiseur. Puis il faut quand même, évidemment, un atomiseur coûte peut-être juste... coûte même pas 1 € à fabriquer, ça c'est certain. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a le transport, il y a tout ça qu'il faut ajouter. Donc, je pense que c'est pas nécessairement déraisonnable, surtout en fonction du coût du tabac qu'on remplace par la cigarette électronique. Phil, votre avis? Yeah, so I think Effectivement, il a cloué. Par rapport à la cigarette traditionnelle, les prix sont différents. Vous voulez acheter tous les modes sur la planète. Tout ce qui sort sur le marché, vous devez l'avoir, vous allez au magasin, vous l'achetez. Mais bon, dans ce cas-là, vous n'allez pas économiser beaucoup d'argent. Par contre, vous pouvez économiser beaucoup si vous trouvez quelque chose dont vous vous contentez, dont vous êtes content. Même le prix de votre clairomiseur, de la tête du clairomiseur n'a rien comparé au prix du tabac régulier. Donc, à New York, par exemple, on paye 10 $ le paquet. 10 $. C'est combien d'euros, plus ou moins? 7 €, voilà. C'est beaucoup, c'est énorme. Par jour, c'est beaucoup. Donc, il y a une énorme différence. On économise énormément. Celui-là, bien sûr, il va pas économiser parce qu'il s'achète tout. Mais ça dépend de vous-même. Si vous voulez dépenser beaucoup d'argent, c'est votre choix. Inversement, c'est pareil. Donc, oui, ceux qui sont vraiment très enthousiastes ne vont pas économiser de l'argent puisqu'ils s'achètent beaucoup de matériel. Mais du moins, vous ne touchez pas la cigarette traditionnelle. Et si vous la laissez, il ne faut pas investir et donc vous ne perdez pas d'argent. Je ne sais pas si vous avez encore eu le temps de vous balader un petit peu là dans les allées. Il y a énormément de fabricants de e-liquide. Beaucoup sont français, fabriquent en France, produisent en France. Si vous avez pu goûter quelques liquides français, est-ce que vous diriez qu'il y a une touche française, au même titre que nous disons qu'il y a une touche américaine dans les liquides? Alors, je suis très content et je vais vraiment goûter votre jus, entre guillemets. Bon, je suis arrivé là, mais bon, j'ai été arrêté, je ne pouvais plus continuer. Mais le but, c'est effectivement de faire le tour et je suis très content et je suis très curieux de voir les différences parce que j'ai entendu tellement de choses bonnes sur les méthodes de fabrication et les tests qui s'effectuent en France. Donc, je suis vraiment très content et curieux d'essayer votre liquide. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à dessiner des grandes tendances dans le développement technique? Alors, je parle par exemple, je ne sais pas, des bagues Airflow pour contrôler l'arrivée d'air dans les atomiseurs, l'utilisation du Pyrex, des drip tips, le métal aussi est beaucoup utilisé de plus en plus. Quelles sont pour vous les grandes tendances du moment? Il y a de très bonnes tendances et, selon moi, des moins bonnes aussi. Il
il y a des très bonnes tendances comme justement le contrôle du airflow directement sur le réservoir, ce qu'on voit de plus en plus je pense qu'il y a pratiquement plus un cléromiseur sur le marché qui sort sans ça. Et ça, je pense qu'on peut donner un beau bravo à Phil de ce côté-là parce qu'il y en a tellement parlé que je pense que c'est pour ça que les compagnies ont commencé à en fabriquer. Ça, c'est quelque chose qui a amélioré énormément sous beaucoup d'aspects. Premièrement, ça ne coule plus toujours dans la connexion. C'est ajustable selon le liquide qu'on aime. Si on aime un liquide qui est épais avec beaucoup de VG ou plus liquide avec plus de PG, on peut l'ajuster pour pas qu'il y ait de problème de capillarité. Ça, c'est quelque chose qui a amélioré énormément. Il y a eu énormément une bonne tendance au niveau de la sécurité, comme justement, exemple, tout ce qui est avec des DNA30, des DNA 30 de la compagnie Evolve, Provari, de ProVape, toutes ces choses-là qui ont amélioré beaucoup la sécurité au lieu de juste un tube de métal mécanique avec une batterie dedans. Malheureusement, ces temps-ci, la tendance qu'on voit, c'est jusqu'où on peut aller. C'est de pousser la limite, de monter en wattage, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessaire pour avoir une bonne vape. Et là, on voit des modèles que là, on parle de 200 watts. Phil pourra en parler un peu plus parce qu'il y a eu vent de certaines choses qui s'en viennent. Il peut y avoir des dérives dans cette course technologique. Ça a malheureusement, pour l'instant, une certaine tendance à vouloir dériver justement un peu. Et jusqu'à quel point qu'il faut aller. Là. On abordera ça dans la conférence sur la culture tout à l'heure, je pense. Vous, Phil, votre avis sur ces tendances techniques, quel est-il? Désolé, je suis en train d'attendre la traduction. Alors, je veux parler effectivement de l'airflow. C'est fantastique que ça existe sur tous ces outils, sur toutes les cigarettes, puisque avant, il n'y avait pas de mèche, mais maintenant c'est l'airflow, donc presque sur tous les cléromiseurs. Et ça dépend bien sûr de la bouffée. Si vous inhalez plus fortement, vous allez créer un vacuum plus élevé, une sorte de pression négative, et donc les ailes liquides sont tirées vers la résistance. Et même maintenant, ça a changé. Et on n'aura plus à dire non, le mien ne fonctionne pas ou est dérangé. Bon, ces jours sont derrière nous. Si vous comprenez très bien comment on fonctionne, par exemple, si le niveau se dépasse, il faut ajouter un peu de liquide et c'est facile pour l'utilisateur. Si vous avez un goût sec, vous ajustez, vous ajoutez un peu de liquide et le problème est résolu. Et c'est fantastique, tout simplement. Ce que je n'aime pas maintenant par rapport aux tendances, et je ne veux pas confisquer, entre guillemets, le matériel utilisé par certaines personnes, mais bon, il y a certaines tendances en Chine où l'on dit on veut un voltage de plus en plus élevé, du wattage de plus en plus élevé, donc 100 watts, 200 watts. Il y a effectivement des cigarettes électroniques allant jusqu'à 300, 400 wattages. Et cette personne-là est en train d'attendre justement cet outil, mais où se trouve la limite? C'est comme tu l'as dit. Est-ce qu'on sera content si on appuie sur l'interrupteur et que c'est finalement la résistance qui s'évaporise? Donc moi, je suis dans un dilemme plutôt éthique parce que je veux vraiment tester toutes les cigarettes électroniques, mais moi je me focalise surtout sur le fait que je vaporise et je vapote pour ne pas devoir fumer. Et bon, c'est le plus important.
je ne veux pas être le mec qui parle en termes de chasseur, de nuages. C'est le nouveau mot buzz qu'on utilise dans la communauté. Bon, ça, c'est pas mon focus. Je ne veux pas être chasseur. Effectivement, cet aspect de température est extrêmement important dans la vape, puisqu'il va pouvoir transformer le liquide et éventuellement, il peut y avoir quelques toxines qui sont indésirables et donc, quitte à les éviter, autant essayer de le faire. On parle alors de box, de DNA 30, d'atomiseur. Quand on a un atomiseur reconstructible, on a toujours besoin d'accessoires, d'outils. Alors, moi, je sais que j'ai ma petite boîte à outils personnelle. Quels sont les accessoires indispensables du vapoteur ou vapor confirmé? Un des accessoires les plus importants qu'on puisse avoir, c'est la compréhension de ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est le plus important. Yes. Absolument, oui. Et comprendre par rapport à la batterie, la compréhension par rapport à la batterie aussi, comprendre aussi les résistances en parallèle et en série. Mais ce que tout le monde devrait avoir, c'est une sélection de mèches, éventuellement, et aussi un contrôleur de résistance. Il faut connaître sa résistance avant qu'on commence à l'utiliser, parce que sinon, il y aura des courts-circuits, bien sûr, des coupeurs de mèches. Bon, laissez-les, parce que sinon, vous aurez trop d'outils, des matériaux pour mesurer la température, etc. Tout le monde devrait avoir des choses basiques, mais la chose la plus importante, c'est un maître ou un gage de qualité. Il faut tester aussi la résistance, il faut connaître son outil. Importante de ces appareils, c'est évidemment les accus, les accumulateurs, ces batteries amovibles qui caractérisent justement ces modes, à la différence des batteries égaux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent sur ces accus? Que faut-il savoir? Et peut-être il faut aussi se prémunir de certaines choses. Ben, le premier conseil, personnellement, que je donnerais au niveau des batteries, c'est de ne pas acheter des batteries sur eBay. Ça, c'est la première chose que je dirais parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup de batteries qui sont renommées faussement. Donc, sur eBay, c'est un peu le festival de la contrefaçon à ce niveau-là. Et c'est pas pour embarquer dans le débat contrefaçon, clone ou tout ça. C'est une question de sécurité. Moi, j'ai vu de mes yeux vus prendre une batterie qui est marquée AW, que, en la regardant, j'ai des doutes, mais je prends la batterie, je fais ça, puis j'entends clic, 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 parce que dans le fond, c'est une deuxième batterie qu'il y a dedans, qui est beaucoup plus petite. Donc, si on met ça dans un mode mécanique et qu'on se fait une résistance de 0,2 ohms, ben ça peut facilement nous éclater à la tronche. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi, la sécurité, c'est une chose qui est excessivement importante pour moi et que je veux transmettre aux gens. Donc, la première chose, c'est vraiment de connaître, d'utiliser des batteries qui sont déjà prouvées, qui ont déjà une bonne réputation et qui sont sécuritaires, qui ont une bonne limite d'ampérage selon ce qu'on fait. Et presque, malheureusement, je ne veux pas dire jusqu'à aller à vraiment bien comprendre la loi de Ohm, mais au moins comprendre la puissance qu'il y a dans ces batteries-là, la puissance qui peut être dégagée de ça. C'est très important parce que c'est incroyable la puissance qu'il y a dans ces accumulateurs-là. Et s'ils sont mal entreposés, s'ils sont mal utilisés, il peut arriver des accidents très graves. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Prendre une batterie et la mettre dans sa poche avec de l'argent, je veux dire, il n'y a rien de plus mauvais au monde. On connaît tous quelqu'un à qui c'est arrivé. Moi, je ne l'ai pas fait. Je suis très chanceux, mais je l'ai compris après avoir déjà mis une batterie dans ma poche, mais j'avais pas d'argent dans ma poche. Donc, mais c'est quelque chose qui est je veux, niaiseux un peu, si on veut, si je peux me permettre l'expression. Mais on ne pense pas nécessairement à ça. On se dit, bon, on prend ma batterie, je vais la mettre dans ma poche, mais c'est quelque chose qui est à éviter
fortement parce qu'on peut causer un court-circuit interne de la batterie. Elle peut monter en température, arriver à l'état critique et dégazer. Et ça, c'est très dangereux. Phil? Yeah. First of all, Bon, tout d'abord, c'est vrai que, comment dirais-je, j'ai la traduction avec la voix d'une femme et de l'autre avec la voix d'un homme. On devient un petit peu hystérique. Donc, bref, attention. Donc, c'est vrai, attention. Je pense que ça est arrivé à deux de mes amis de mettre les batteries dans les poches. Et bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu des problèmes au niveau des clés de voiture. Un coach... Yeah. and Oui, oui. Donc tout ce qui concerne quelque chose un porte-monnaie qui était très cher et de grande valeur, eh bien tout a explosé. Voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé quand j'ai pu avoir cette expérience. Donc bref, tu parlais de la puissance et de la batterie, bien sûr. Et c'est ça. En fait, attention parce que il faut dans Vaplast, ça a été violent dans la vente de ces objets, de ces produits. Donc attention, personne n'a eu de conséquences de cela. Mais quand j'ai entendu cet épisode et j'ai pensé, voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui a mis une dynamite un petit peu dans une poche. Et voilà, c'est un petit peu l'effet qui aurait pu se passer d'une certaine manière. Et donc j'ai pensé, voilà, est-ce que en fin de compte, cela pouvait être vraiment, correspondre vraiment à la réalité? Est-ce que c'était vraiment possible? Ou bien ils sont en train d'inventer des choses. Et puis, tout ce qui se passait, il y a eu comment dire, le produit n'a pas fonctionné. Et donc, ça a été une explosion, comme on l'a dit. Et en fin de compte, l'objet a explosé. Et donc, il y a eu des parties qui sont allées, bien sûr, par terre, qui ont même, je veux dire, fait des trous dans par terre, hein, attention, dans l'asphalte. Donc vraiment, ça a été assez impressionnant. Et donc, il y a eu une partie de la batterie qui s'est déplacée, qui était en feu, qui a pris feu. Bon, alors, heureusement, personne n'a été blessé, quelques petites blessures ici et là, mais pas quelque chose d'énorme. Donc, alors, l'idée, mon souhait, n'est-ce pas, c'est que chacun devrait, comment dirais-je, avoir cette expérience d'une façon sûre. D'informer le consommateur justement sur la manière dont il faut utiliser ces batteries, parce que là on joue un petit peu au petit chimiste, à l'apprenti sorcier avec ce type de matériel là, mais personne ne prend, on a l'impression en tout cas, la peine d'expliquer ou d'intégrer ces informations dans leurs fascicules qui accompagnent les produits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui doit informer? Oui. Bon, les bons concessionnaires, les bons vendeurs le font. Attention, attention. Ils vous diront comment l'utiliser, comment utiliser la batterie de façon sûre, etc. Et les mauvais, certes, ne le feront pas. Et voilà, ils vont rien vous dire au niveau des batteries. Et donc, ils vous feront sortir du magasin ou de la boutique sans vous donner ces précisions. Bon, ça va pas. La formation, l'éducation, là encore, sont très importants. C'est tout ça. Donc, bon, il faut respecter la puissance de la batterie, n'est-ce pas? Et comprendre à quoi ça correspond, quels sont les risques. Tout cela, c'est fondamental. Après, on pourra apprécier au mieux, eh bien, ce qu'on a dans les mains. Mais ça a une valeur incroyable. Un peu plus positive, stipper son liquide. On parle souvent de ça. Est-ce que, Jean-Philippe, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et quel est l'intérêt de stipper son liquide? Okay, that is, honestly, I'm not the best person here to deal with that. En fait, c'est le but. Ce que les gens vont dire souvent, ça va être d'améliorer la saveur, d'améliorer le mélange, que tout soit bien homogène, que tous les ingrédients se marient bien dans le liquide avant de l'utiliser. Et concrètement, ça consiste à ouvrir le flacon Il y a plusieurs façons, moi, qu'on m'a dit. Il y a des gens qui vont dire que stipper veut dire de juste laisser reposer la bouteille au noir. Il y a des gens qui vont dire que non, ça veut dire qu'il faut enlever le bouchon. Il y en a qui vont dire non, il faut enlever le bouchon et le petit bec verseur, le tip en bon franglais.
je suis pas assez connaissant dans ça pour pouvoir répondre à cette question-là. Parce que moi, personnellement, parce qu'évidemment, en travaillant pour un fabricant de liquide, je vois comment le liquide est fabriqué et je sais à quel point c'est bien mélangé avant d'arriver dans la bouteille. C'est sûr qu'il faut toujours bien brasser sa bouteille avant de remplir son réservoir, mais moi, quand j'ai un nouveau liquide, j'ai pas le goût d'attendre. Je veux le boire. Je veux pas faire comme un vin et le laisser vieillir. Je veux le consommer tout de suite. Je veux le consommer tout de suite. Je veux le mettre dans mon réservoir puis je veux l'utiliser tout de suite. Donc, je suis pas assez patient pour ça. Donc, je suis pas le mieux placé pour ça. Phil, adepte du steeping ou pas du tout? Bon, il y a beaucoup de questions au niveau du steeping et tout ça. Bon, dans un mail d'ailleurs, j'ai dû y répondre. Bref, globalement, je pense qu'il y a des personnes qui prennent le steeping de façon très sérieuse. Bon, maintenant, attention, il faut voir vraiment de quoi il s'agit. Il y en a certains qui mettent ces liquides de façon rapide à l'intérieur. Bon, je ne sais pas, il faut voir un petit peu, est-ce que ça va changer la saveur du liquide? Oui, absolument. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On permet toutes ces saveurs de se mélanger parfaitement ensemble, qu'elles soient épanouies ensemble. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et donc, en fin de compte, je ne sais pas, bon, ici, il y a des concessionnaires, des vendeurs, eh bien, c'est à vous d'être les experts du steeping et du steeper. C'est à vous de dire si le liquide est fait de la meilleure façon. Vous devez savoir combien de temps ça va prendre avant qu'il atteigne son maximum de potentialité. Eh bien, ça doit être des informations qui doivent être comprises et dans les brochures. Et vous devez informer les utilisateurs sur cela, parce que c'est très important, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut laisser ces liquides pendant 2 jours, pendant 2 semaines? Ce n'est pas nous les experts, ce sont eux, c'est vous. À mes questions, j'espère que tout le monde a pu apprécier. On retrouvera Phil et Jean-Philippe probablement dans d'autres conférences à venir. Cet après-midi, il va y avoir une conférence sur la santé, donc avec Nicolas Bonnet du RESPAD, donc qui est le réseau des établissements de santé de prévention des addictions, et puis le professeur aussi Riccardo Polosa de l'université de Catagne. Ils vont aborder avec l'animateur Rémi Parola la vape et la santé et faire le point sur les connaissances. Et puis on finira l'après-midi avec Phil aussi sur la culture de la vape au sens large. Il y aura aussi avec nous Yann Kounen qui est en train de réaliser un documentaire sur la vape. Et puis aussi l'administrateur du gros forum américain, Oliver Kershaw, qui sera là aussi pour aborder ce sujet de la culture. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et on se dit à tout à l'heure.